Combien seront-ils à dormir dehors ce soir et les prochains jours? La question se pose avec acuité alors que les températures sont largement négatives. Des places sont créées dans des centres d'hébergement, mais est-ce vraiment suffisant? Comment aider celles et ceux qui refusent de se mettre à l'abri? L'aide aux plus démunis est-elle suffisante et aussi efficace qu'elle le devrait? Bienvenue sur le plateau de Versus. Quatre invités en plateau, tous spécialistes de la question du sans-abrisme. Sébastien Roy, bonjour, vous êtes le directeur général du SAMU Social, opérateur historique à Bruxelles en matière d'aide aux sans-abri. Pierre Reekmans, bonjour, vous êtes médecin et vous travaillez pour Infirmiers de rue. Vos équipes, comme vous, vont au contact des sans-abri. On verra ce que vous mettez en place ces jours-ci, mais aussi tout au long de l'année. Et puis, c'est aussi un enjeu politique. Farid Attar, bonjour, vous êtes députée bruxelloise, vous suivez ces questions. Le ministre de l'Action sociale, Alain Marron, est du même parti que vous, écolo. Et puis Myriam Amrani, bonjour, vous présidez le CPS de Saint-Gilles, peut-être le dernier échelon d'aide, le CPS, avant de basculer à la rue. Et à Saint-Gilles, comme dans d'autres communes, il y a des sans-abri. On verra avec vous ce que vous pouvez mettre en place à l'échelle locale. Mais d'abord, Sébastien Roy, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On parle d'un plan froid extrême, c'est-à-dire qu'on avait anticipé qu'à un moment donné, il ferait tellement froid qu'on devrait en faire plus. C'est quoi plus? C'est combien de lits? C'est quel service? Oui, donc ça a été anticipé. Le froid n'est pas une donnée complètement imprévisible. On a quand même encore une saisonnalité en Belgique, même s'il y a des débats par rapport au changement des températures. Mais donc il y a des scénarios qui prévoient qu'il y a un froid pour chaque hiver. Et donc il y a des scénarios d'urgence et de mécanismes d'activation de lits supplémentaires pour permettre d'héberger plus de monde, tout simplement, dans les centres d'hébergement d'urgence. C'est ça qui a été activé depuis lundi. Donc, on a activé au niveau du SAMU social entre 70 et 90 places. Et la Croix-Rouge a ouvert aussi une centaine de lits en urgence. Donc, ça fait en gros 190 lits d'urgence qui ont été activés depuis lundi, en lien avec la météo. Ce qui est peut-être important de préciser, c'est que ces lits s'ajoutent à d'autres lits qui existent déjà. Au niveau du SAMU social, par exemple, on héberge plus ou moins 1000 personnes par nuit. Et donc là, on est à 1100 personnes environ. Combien de personnes ne trouvent pas de lit ou d'hébergement dans celles qui cherchent quelque chose? On a déjà pu estimer ce chiffre-là? C'est très difficile à estimer parce que, pour plein de raisons différentes, parce que d'une part, certains ne veulent pas dormir dans les structures d'hébergement d'urgence. Nous, on refuse régulièrement via le système de la régulation des gens. Certains refusent d'appeler aussi parce qu'ils savent que c'est complet à partir d'une certaine heure, donc ils ne vont pas appeler. Donc avoir la réconciliation de tous les chiffres de manière quotidienne est assez compliqué. Mais on sait qu'effectivement, qu'il y a pas mal de gens qui dorment dehors. On fait face à une crise de l'accueil qui est plutôt de la responsabilité du gouvernement fédéral. On sait que je crois qu'à Bruxelles, il y a plus ou moins 2500 personnes qui sont en demande de protection internationale mais qui ne sont pas accueillies par l'État. Donc oui, c'est clair, il n'y a pas assez de place par rapport à la demande. Pierre Reekmans, vous allez vous êtes médecin, vous allez avec vos équipes au contact des sans-abri. Vous remarquez quoi? Oui, ok, il fait très froid. Ça veut dire quoi concrètement? On risque de mourir de froid, d'hypothermie, de développer d'autres maladies ou d'autres problèmes de santé graves? C'est clair que quand la température baisse fort comme maintenant, le risque d'hypothermie est augmenté, et je dirais de façon exponentielle. Donc une fois qu'on est en dessous de 0 et même en dessous de -5, ça devient vraiment très préoccupant. Donc il faut éviter que les gens, le plus possible, que les gens restent dehors, que ce soit en journée ou la nuit. Certainement s'ils sont alcoolisés ou sous l'emprise de stupéfiants, ce qui rend les gens moins conscients, moins capables de se rendre compte des dangers, etc. On dit qu'il n'y a pas plus de morts chez les sans-abri en hiver que dans les 3 autres saisons de l'année. Ça peut surprendre. Comment vous expliquez ça? C'est parce qu'il y a des plans hiver. Si vous n'avez pas de plan hiver, vous avez votre mortalité en hiver qui va monter automatiquement. Ça, je veux dire, c'est presque mécanique, mais c'est simplement médical, je dirais. Le corps humain n'est pas fait pour résister sur des longues durées à cette température. Pour autant, beaucoup d'associations disent que les plans hiver, c'est pas la panacée. Qu'est-ce qu'il vous faudrait pour que finalement ces gens survivent et même vivent, ne fassent pas que survivre? J'ai envie de dire de façon un peu provocative, les plans hiver et même les places d'accueil, c'est pas la panacée.
il faut quand même être bien conscient que la panacée, entre guillemets, c'est le relogement et la réinsertion. Ça veut dire qu'il nous faut des logements, il nous faut de l'accompagnement. C'est là qu'on va pouvoir travailler sur non seulement la survie des gens, parce que maintenant c'est là qu'on en est, mais c'est sur la vie des gens et sur leur santé. Tant que les gens sont en rue et vivent en rue, vous pouvez faire très peu au niveau de la santé. Vous ne pouvez pas démarrer un traitement un peu élaboré, c'est même dangereux. Vous ne pouvez pas travailler ou très mal sur la santé mentale. Vous ne pouvez pas travailler sur les addictions, l'alcool, la drogue. Vous oubliez d'arrêter ça. Vous ne pouvez pas soigner un ulcère de jambe, enfin guérir un ulcère de jambe en rue. Vous pouvez le soigner, vous pouvez limiter les dégâts, mais vous ne pouvez pas traiter ça tant que la personne est en rue. On entendra la réponse de Farid Attar, puisque vous suivez ces questions du côté de la majorité, mais je voudrais aller du côté de la commune de Saint-Gilles. On a choisi cette commune parce que c'est là qu'il y a notamment la gare du Midi. On a chassé les sans-abri à la fin de l'été parce qu'on disait que ça posait trop de problèmes. Vous avez remarqué, vous, une évolution dans le nombre, le profil des sans-abri dans votre commune de Saint-Gilles ? Évidemment, je pense comme un peu partout, mais effectivement de manière assez aiguë aux abords de la gare du Midi. Et ça depuis la crise sanitaire. Je pense que c'est important de le signaler. Le Covid a aussi eu des effets extrêmement dramatiques dans les cellules familiales, dans les foyers, avec des situations de rupture sociale, familiale, des problématiques de non-paiement de loyer aussi, qui ont fait que les gens n'ont plus été en mesure de pouvoir garder leur logement. Et puis des problématiques liées à l'errance, de phénomènes plus transnationaux, la problématique de l'asile qu'on a évoquée tout à l'heure, des jeunes MENA qui étaient déjà là avant la crise sanitaire, mais qui sont encore présents et de plus en plus nombreux. Donc oui, c'est une réalité. On a aujourd'hui doublé le nombre de personnes, en tout cas au CPS, suivies pour des problématiques de sans-abrisme au CPS de Saint-Gilles. Donc entre 2022 et 2023, on a doublé. Et donc, qu'est-ce qu'on peut proposer au niveau du CPS ? C'est quoi ? Alors, nous, on est sur l'aide financière ou vous allez au-delà ? Alors, non, on est sur deux volets. Un volet préventif, donc comme je le disais, essayer d'éviter, tant faire se peut, que les gens se retrouvent en rue. Et donc, c'est prévenir des situations potentielles d'expulsion de logement. Donc, c'est soutenir la prise en charge d'arriérés locatifs. C'est accompagner les personnes et les soutenir pour qu'ils puissent disposer d'une garantie locative quand ils trouvent enfin un logement. C'est aussi assurer un suivi d'accompagnement quand les personnes sont en situation de surendettement, donc avec notre service de médiation de dette. Ça, c'est pour le volet préventif. Et puis, sur le volet curatif de prise en charge, c'est être là, effectivement. On a un service très spécifique qui n'existe pas dans d'autres CPS bruxellois. C'est un service d'assistants sociaux maraudeurs. Donc on a 3 assistants sociaux, en l'occurrence 3 assistantes sociales qui procèdent à des maraudes régulières sur le terrain et qui collaborent étroitement avec toute une série d'autres opérateurs pour aller au plus près des publics et lutter contre le phénomène de non-recours au droit et donc activer l'aide financière, activer l'aide médicale, relancer la machine, assurer un accompagnement dans le cadre d'une recherche logement. Alors, j'en reviens à la région. Farid Attar, c'est finalement votre rôle ici. On l'entend, les communes vont même parfois au-delà de leurs compétences ou de leur mission qu'on imaginerait principale. On parle de crise qui vient due à crise sanitaire, crise de la migration, mais il y a quand même aussi des compétences régionales. Que fait Bruxelles pour aider durablement au sans-abrisme ? Que fait la région bruxelloise ? Elle s'attaque en tout cas à cette question qui est transversale. Le sans-abrisme est une question complexe, transversale, qui touche à plusieurs politiques. On l'a vu, des politiques de logement, des politiques aussi de prévention. Mieux vaut prévenir évidemment la sortie des gens de leur logement et le fait qu'ils se retrouvent en rue. Et donc le gouvernement bruxellois n'a jamais investi autant de moyens, en tout cas depuis cette législature, depuis 2019. Les moyens ont doublé, quasi même triplé pour cette année 2024. Et c'est vrai qu'il y a aussi une double dimension, une dimension préventive où des moyens sont renforcés pour pouvoir soutenir aussi tous les acteurs qui viennent en soutien, en accompagnement à ces publics précarisés qui ont perdu leur logement. Et puis il y a aussi évidemment ces mesures d'urgence qui nécessitent évidemment de pouvoir loger dans l'urgence. Mais vous entendez quand même quand les acteurs associatifs disent finalement les plans d'urgence, les places d'urgence, c'est une emplâtre, ça ne va pas résoudre durablement. Alors qu'est-ce qu'on fait pour sortir durablement les gens de la rue ? Il faut sortir des politiques simplement de gestion, des politiques où on met en fait des plaies sur des plaies béantes. Il faut vraiment s'attaquer à ce fléau de société qui en fait aujourd'hui, force est de constater que les gens qui dorment en rue, c'est aussi un échec de nos sociétés. Donc ce qu'il faudrait, c'est, à mon avis, c'est vraiment de pouvoir avoir une meilleure politique coordonnée, mais à l'échelle pas seulement régionale, parce que la région joue son rôle. Certes, elle y met des moyens peut-être en deçà des besoins,
très certainement, je crois qu'on partage ce constat-là, mais la région à elle seule ne peut pas non plus gérer tout ce problème qui demande aussi à pouvoir interpeller le fédéral. Et ce que la région fait, notamment avec d'autres, je dirais, avec ses homologues, pour pouvoir, par exemple, prendre en main toute la question de l'asile et de l'immigration. Quand aujourd'hui, dans les rues, près de 2/3 des personnes qui dorment en rue, en tout cas, ou qui font appel au SAMU social, et je crois que ici notre invité ne va pas me contredire, sont des personnes sans titre de séjour. Il faut aussi se poser la bonne question, mais que fait notre pays en matière d'asile, d'immigration et d'accueil des personnes qui aujourd'hui, certaines, d'hommes encore en rue, pour ne pas citer les hommes seuls demandeurs d'asile. Donc là aussi, c'est un problème, une réalité qui malheureusement n'arrange pas les choses. Pierre Heckman, on évoque ce besoin de mettre en place des solutions durables. Alors pour les gens qui nous regardent, c'est peut-être pas toujours évident de voir, de savoir toutes ces initiatives qu'il y a à Bruxelles. Vous emmenez avec les infirmiers de rue, il y a les questions du Housing First, il y a l'accompagnement. Qu'est-ce qui fonctionne ici et qui donne des résultats à Bruxelles en matière de politique de sortie des gens de la rue et qui sont menés par les structures associatives telles que la vôtre? Nous avons un programme de Housing First. Donc, je rappelle que ça veut dire logement d'abord. C'est peut-être pas inutile de dire ça. Donc, il y a le mot logement là-dedans. Et d'abord, donc on doit commencer par le logement. Donc, c'est une façon de sortir les gens de la rue en prenant le logement comme base de départ et en faisant les soins et les traitements à partir du logement et en profitant du logement pour, je dirais, accélérer le processus de rétablissement. Et ce que vous dites là, c'est que finalement, la crise du sans-abrisme, elle vient d'abord de la crise du logement. Les critères que les propriétaires mettent pour louer un bien, un appartement, un studio, ça contribue à envoyer des gens dans la rue? Les critères, d'abord, il n'y a pas assez de logements disponibles. Ça, c'est une chose. Et ce n'est pas seulement en région bruxelloise, c'est dans toute la Belgique. Il n'y a pas assez de logements sociaux. Le logement social ne joue absolument plus son rôle. Nous, si on inscrit quelqu'un qui est à la rue et qu'on l'inscrit aux logements sociaux, il aura un logement dans combien de temps? 7 ans? 10 ans? Il sera déjà mort à ce moment-là. Donc ça ne nous aide absolument pas. Alors là, je me tourne vers nos représentants politiques, représentantes. Hein. Oui. Vous avez quelque chose à dire, Mme Amrani? Je voulais juste dire que, en fonction des communes, il y a parfois des conventions spécifiques qui sont passées avec les sociétés de logement. Donc moi, je prends l'exemple de Saint-Gilles et du foyer du Sud. Nous avons une convention qui nous lie au foyer et qui nous permet justement d'accéder à des logements sociaux beaucoup plus rapidement pour des publics extrêmement vulnérables, dont les personnes en situation de sans-abrisme, pour peu qu'il y ait un accompagnement social et un suivi. Donc on est en collaboration avec le Foyer du Sud, on est en collaboration avec l'agence immobilière sociale, on est bien d'accord, ça reste insuffisant. Je pense que la pierre d'angle, ça reste ce marché locatif qui est extrêmement difficile, en tout cas d'accès pour des personnes qui ont déjà un salaire, un revenu stable, mais moyen. Alors aujourd'hui, pour des personnes qui ont une allocation sociale, quand vous dites que vous êtes au CPS et que vous cherchez à louer un appartement, c'est compliqué. Même si le CPS est OK pour avancer la garantie locative, pour soutenir. Les propriétaires sont extrêmement frileux. Sébastien Roy, vous partagez ce constat, c'est la crise du logement qui provoque ou qui alimente en tout cas la crise du sans-abrisme? Non, pas complètement en fait. Nous, au SAMU social, ce qu'on remarque, c'est la crise du sans-abrisme, elle est multifactorielle et il ne faut surtout pas la résumer à une crise du logement. On voit dans les personnes sans-abri qu'on accueille aujourd'hui beaucoup de gens qui sont en quête d'autre chose que du logement, qui sont en quête d'hospitalisation. On a des personnes qui sont âgées, qui sont même très âgées dans le sans-abrisme depuis longtemps, qui sont plutôt en quête de place dans des maisons de repos. Et alors, on voit énormément de personnes qui sont juste face à des barrières administratives. Donc, la plupart des gens qui tombent aujourd'hui dans le sans-abrisme ne sont pas d'office en recherche d'un logement stable sur Bruxelles. Je pense que ce serait une erreur de résumer le problème du sans-abrisme au logement et de croire qu'on va résoudre le problème du sans-abrisme, parce que c'est un slogan qui est devenu très à la mode, et même au niveau européen ces derniers temps, c'est de mettre fin au sans-abrisme. On ne mettra pas fin au sans-abrisme uniquement que par le logement. Et bien sûr, le logement est une des solutions, mais ce n'est qu'une des solutions. Mais les profils sont variés aussi dans le sans-abrisme. Alors, je voudrais, moi, venir justement à cette question du profil des sans-abri. Ça a évolué avec les années. Je veux dire, avant, il y avait celui qui était marginal, et puis voilà, le quartier le connaissait, on lui amenait une couverture en hiver, des tartines à un moment de la journée, et puis ça s'est diversifié à différents profils. Vous les voyez sur votre commune de Saint-Gilles? Effectivement, donc on a effectivement le sans-abri qui vit en
rue qu'on a identifiés, etc. Mais on a aussi toute une série de personnes qui passent leur temps à dormir chez l'un, chez l'autre. C'est une forme de sans-abrisme. Et cette forme-là, elle s'est extrêmement développée depuis la crise sanitaire, avec un nombre important de familles monoparentales, de femmes avec enfants, de jeunes aussi, avec des situations de rupture familiale. Donc le sans-abrisme aujourd'hui a vraiment des visages multiples. Je voudrais entendre la réponse de Farid Attar à ce que disait Sébastien Roy sur cette mode et ces slogans, il faut en finir avec le sans-abrisme. On tient compte de tous ces profils de sans-abri différents dans les politiques de la région bruxelloise, ou on est toujours avec un train de retard parce qu'on doit attendre que le phénomène soit constaté pour débloquer des moyens? Mais on doit en tenir compte, en tout cas c'est ce qu'on fait au niveau régional à travers les politiques de tous nos ministres, pas uniquement Alain Marron qui a la compétence du social et de la santé, mais on a aussi par exemple la secrétaire d'État Nawal Benamou au logement, M. Rudy Vervoort, notre ministre-président qui a aussi des compétences aussi en la matière avec le fédéral. On parle quand même souvent ici, notamment sur Versus, de la difficulté à construire du logement, parce que ça va toucher au patrimoine, ça va toucher à une friche, ça va toucher à une zone verte. C'est un problème d'accès au logement. Quand on voit aujourd'hui les loyers à Bruxelles, ce sont des loyers qui ne sont pas abordables, ce ne sont pas des loyers, je veux dire, tant qu'on n'a pas aussi travaillé sur la question du logement. Donc moi, je rejoins évidemment ce que monsieur vient de dire, mais monsieur, vous avez surtout rappelé que c'était pas l'unique explication. Donc moi, je rejoins le fait que parmi les différentes explications, hypothèses, oui, le logement est une des réponses. Mais j'ai aussi rappelé l'importance de pouvoir atterrir à un moment donné dans notre pays sur la politique d'asile et d'immigration, de définir des critères clairs et objectifs pour pouvoir régulariser un nombre important de personnes qui sont sans titre de séjour et qui aujourd'hui dorment encore en rue. Mais il y a aussi d'autres pistes de solutions. C'est à un moment donné sortir des politiques de gestion pour pouvoir aller vers des politiques surtout de prévention, pour pouvoir éviter que les gens tombent en fait dans l'extrême pauvreté. Pierre, pour pouvoir faire en sorte que les gens... Vous vouliez réagir. Je sens que M. ronge son frein et il y a quelque chose qui a été dit qui vous a presque fait bondir. Je ne suis pas d'accord quand on dit que la problématique du logement est secondaire et ce n'est qu'un aspect. Quand on voit les projets Logement d'abord, qui eux assurent l'accompagnement et qui donc résolvent tous les problèmes des gens qui doivent être résolus, le problème majeur de ces projets, et pourquoi est-ce qu'ils stagnent, c'est parce qu'ils n'ont pas assez de logements disponibles. Dès qu'il y a un nouveau projet qui s'ouvre, ils viennent vers nous, infirmiers de rue et d'autres, parce qu'ils savent que nous cherchons des logements et que parfois on en a un peu trop pour le moment, et ils nous disent « Est-ce que vous n'avez pas un petit logement pour nous ?» Parce que nous, on n'en a pas du tout. Et donc, voilà, et ce n'est pas simplement les projets Logement d'abord. Prenez les maisons d'accueil, interrogez n'importe quelle maison d'accueil, vous leur dites, si vous aviez suffisamment de logements, si vous pouviez décider le nombre de logements que vous aviez, combien de gens est-ce que vous prendriez, combien de gens pourraient sortir par an? Le double. Je voudrais revenir quand même à une question que j'ai posée sur le profil des sans-abri. Mme Tarr nous a dit qu'il y a des personnes qui n'ont pas de titre de séjour et donc sont exclues de la dynamique travail, revenu, accès au logement. Ça, on l'a compris. Il y avait le marginal un peu classique, qui ne veut pas se loger. Ça existe encore beaucoup, ça, des gens. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ceux qui refusent, même ces jours-ci, qui refusent l'aide? Est-ce que la solution, c'est de faire ce que fait par exemple la commune d'Etterbeek, d'interdire de rester en rue la nuit? Est-ce que ça, c'est une solution pour les gens qui dorment dehors au péril de leur vie? Monsieur Roy et puis Mme Amrani. Est-ce qu'on doit faire pareil à Saint-Gilles? Et Monsieur Roy, est-ce qu'on doit faire pareil dans toute la région? Moi, je me positionne comme acteur social et humanitaire. Par principe, on est un peu contre la contrainte et c'est pas un rôle que nous on veut. Mais est-ce que ça peut fonctionner? Est-ce que c'est un moyen de sauver des vies? Alors peut-être que c'est un moyen, comme le disait Pierre, on risque plus sa vie quand il fait moins 20 degrés dehors que quand il fait plus 10, ça c'est sûr, si on dort dehors. Donc peut-être que c'est un moyen de sauver des vies. Après, je ne pense pas que c'est une bonne solution que de forcer les gens à dormir dans des structures d'urgence. Pierre Reikmans, brièvement là-dessus, parce qu'après je veux entendre l'avis des femmes politiques là-dessus. Je pense que c'est plus honnête de dire à partir de moins 5 degrés, par exemple, eh bien, effectivement, il est interdit de dormir à l'extérieur. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités et les travailleurs sociaux sont déchargés de cette responsabilité, de dire comment est-ce qu'on va faire pour convaincre la personne, est-ce qu'on va faire une mise en observation qui généralement ne répond pas aux critères. Et donc, je pense qu'à ce moment-là, les autorités publiques prennent leurs responsabilités et déchargent donc les travailleurs sociaux. Moi, je trouve que c'est pas mal, si c'est limité dans le temps, et je suis sûr que ça sauve des vies. Myriam Amrani, vos maraudeuses parfois sont à court d'arguments, à court de moyens pour aider les gens. Pendant la crise sanitaire, on nous a interdit certaines choses au nom de la sécurité. On nous a dit, vous ne pouvez pas vous rassembler, vous ne pouvez pas sortir au-delà de certaines heures. Pourquoi on ne le ferait pas pour des sans-abri qui risquent de mourir de froid? Je pense qu'à un moment donné, c'est aussi, ça met en lumière la faillite d'un système.
Clairement, hein. Je pense que c'est important de le dire ici. Hein. On en arrive là, c'est qu'on est vraiment... Alors, moi, je suis plutôt à me poser la question de savoir pourquoi les personnes préfèrent rester en rue plutôt que d'être au chaud, d'être dans un abri, quel qu'il soit. C'est qu'il y a là quand même des questions qui se posent et il arrive très souvent que des personnes témoignent en disant « moi, je ne me sens pas en sécurité dans tel centre d'hébergement ». Il y a là parfois des sentiments, le sentiment d'insécurité, mais parfois aussi des personnes qui sont nouvellement sans abri et qui n'assument pas socialement de dire je vais dormir ailleurs. Il y a aussi un passage qui fait que tout d'un coup on bascule dans une extrême vulnérabilité, pauvreté, et ça renvoie quelque chose en termes d'identité. Et donc je pense que ça raconte plus quelque chose sur la faillite de notre société et de notre système, que je suis très dubitative sur l'efficacité, mais on peut entendre sur le fait que nous avons une obligation de résultat. Donc oui, on peut décider de mettre en place ce type de dispositif. Encore faut-il s'en donner les moyens. Et donc ouvrir des centres sportifs, d'autres lieux, enfin être créatif, mais dire simplement on va sanctionner le sans-abri qu'on trouvera en rue pour le mettre où ? Concrètement, on va lui mettre en manu militari. Madame Tard n'est pas convaincue. On a vu les positions. Je voulais aussi poser une question. Je suis certain que des gens nous regardent, savent qu'il y a un sans-abri près de chez eux, dans un parc, sous un pont. On fait quoi ? On est un habitant bruxellois, on a un logement, on ne se sent pas de le prendre chez nous, ça demande une compétence. On fait quoi ? On appelle le SAMU social ou bien aller vers les personnes c'est utile. Tiens, vous réagissez comment, vous, quand vous voyez un sans-abri dans votre quartier ? Monsieur Roy, Madame Tard ? Bien sûr, le premier réflexe, c'est d'appeler la régulation téléphonique du SAMU social qui est c'est un numéro que tout le monde peut appeler. Moi, je vois quelqu'un, je peux l'appeler. Sur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, effectivement, il y a un gros enjeu à ce niveau-là. C'est que cette régulation, aujourd'hui, elle est clairement sous-financée. Elle est gérée par des travailleurs du SAMU social, très bien gérée, avec toute la bonne volonté qu'on a, mais on manque clairement de moyens. Et donc, on reçoit, par exemple, en cette période d'hiver, énormément d'appels, d'abord des personnes sans abri elles-mêmes qui cherchent des places et qui veulent être hébergées dans les structures d'hébergement d'urgence. Et pour être honnête, on ne sait pas répondre à tous les appels. Il y a toute une série d'appels qu'on rate parce qu'on n'a juste pas les moyens humains, quelque part, de décrocher l'ensemble des appels. Donc, est-ce que aider nous-mêmes spontanément les personnes, c'est bien ou c'est les entretenir dans leur sans-abrisme ? Non, c'est ce que font nos maraudes quelque part. Et il y a plein de maraudes bénévoles dans les différentes communes, par différentes associations. Donc aider des gens qui refusent d'aller dans une place d'hébergement d'urgence ou qui n'ont pas accès à une place d'hébergement d'urgence parce qu'elles sont complètes. Mais ça revient aussi à votre question de tout à l'heure, c'est que pour le moment, il n'y a plus de place disponible. Et c'est ça le problème. Et c'est pour ça que les gens se trouvent des squats, occupent des bureaux, ce qui pose aussi la question de l'évacuation des squats dans cette température. On a vu 3 squats qui sont en passe d'être évacués ces derniers jours, ce qui pose énormément de questions avec les températures qu'il fait. Et donc, les gens cherchent leur solution de résilience quelque part. Et donc, effectivement, moi je pense qu'il faut pouvoir aider les gens qui sont sans abri en face de chez vous, par une couverture, par un café, par un regard, par une discussion, par un contact humain quelque part. C'est la première chose. On a vu qu'il y avait des accords et des nuances. On arrive à la fin de ce débat. Vous êtes prévenus, vous connaissez le jeu. C'est l'argument recevable. Jingle. Alors en 15 secondes, Sébastien Roy, vous avez entendu un argument recevable chez quelqu'un avec qui vous n'étiez pas totalement aligné, par exemple votre voisin de droite ou une de nos femmes politiques ? Il y a un argument recevable, et pour être honnête, sur lequel je continue à m'interroger, c'est cette question de la contrainte des gens en rue sous une certaine température. C'est une question, je pense, l'avis médical par rapport à la question, il est intéressant. Est-ce que, pour des raisons de santé publique, est-ce qu'on doit contraindre les gens à ne pas dormir en rue quand il y a des températures qui sont à moins 5 degrés, par exemple Myriam Amrani, vous avez c'est exactement le même. À la condition, donc à la condition, comme je l'avais précisé, que les pouvoirs publics mettre en place quelque chose. Il ne s'agit pas de sanctionner le sans-abri et de lui imposer une amende ou quelque chose de cet ordre-là, une sanction, mais plutôt de créer les conditions pour que cette personne ne soit plus en rue. Farida Tard aussi, en 15 secondes, un argument recevable ? Oui, c'est un argument que je peux entendre, mais encore une fois, ne déplaçons pas le problème dans d'autres communes ou ailleurs. Le sans-abrisme, en tout cas le sans-chez-soirisme, a besoin qu'on mette des politiques structurelles et pérennes, plutôt que de sanctionner en fait la personne qui est déjà dans une situation d'extrême vulnérabilité. Donc j'appellerais plutôt les personnes à appeler le SAMU social d'autres structures ou à venir en aide, plutôt que d'appeler la police ou de les sanctionner. Et le mot de la fin au docteur Reitmans, j'ai bien aimé toutes les actions de prévention qui sont faites par les CPS. Et je voudrais les mettre en valeur. Elles sont faites au CPS de Saint-Gilles, mais aussi d'autres CPS qui
travaille tous les jours, en hiver, en été, sur ces actions de prévention qui sont extrêmement précieuses et qui évitent que la situation ne se dégrade encore plus. Merci à tous les quatre d'être venus sur le plateau de Versus. On se retrouvera la semaine prochaine, un autre thème, d'autres invités et de nouveau beaucoup de questions.